Nous évoquions donc la présidentielle qui arrive à grands pas, la bataille des ralliements. On était donc sur les ralliements autour de la candidature de l'ancien Premier ministre de Yadema. Yadema d'ailleurs qui est décédé, ça fait aujourd'hui 15 ans, Agbeome Kodjo. Alors Jean-Paul Agbo, je demandais à savoir si le plus grand ralliement d'Agbeome Kodjo, c'est pas Monseigneur Kodjo, auréolé de toute la dimension spirituelle d'homme ecclésiastique qu'on connaît, qui peut drainer des gens derrière le candidat. Oui, je crois que Monseigneur Kodjo peut constituer un coup de pouce à la candidature, puisque cette candidature, c'est lui qui la porte, inspiré prétendument par le Saint-Esprit. Et ça peut effectivement booster la candidature de Agbeome Kodjo, parce que c'est une autorité morale, Monseigneur Kodjo. Et il y a des croyants qui peuvent justement penser que la parole de Monseigneur Kodjo, l'engagement de Monseigneur Kodjo est d'inspiration divine et accompagné. Il y a aussi des compatriotes assez crédules pour croire en ce genre de choses. Donc, indéniablement, il va y avoir cette candidature va se trouver boostée. Mais à quel niveau? Moi, je doute que justement soit au niveau où éventuellement on puisse envisager que au soir du 22 février, encore une fois, on est dans des pronostics, on ne lit pas dans le marc de café, que cette candidature puisse arriver deuxième, encore moins première. Parce que on l'oublie vite. Pour les élections locales, Monseigneur Kodjo a soutenu déjà une coalition. Personne n'en parle. Mais cette coalition a fait quoi? Cette coalition est arrivée troisième. Donc ça veut bien dire que l'engagement ou la parole de Monseigneur Kodjo ne suffit pas à faire gagner le camp qu'il supporte. Donc ça peut être un plus, mais pas, pour moi, ça ne sera pas déterminant. Encore une fois, il y a la dynamique de la campagne. Les candidats ont 2 semaines, on verra ce que ça donne au soir du 22 février. Mais quand on fait une analyse en tenant compte d'un certain nombre de faits, de statistiques, et puis comment chaque formation politique est structurée dans le pays, comment c'est implanté, ancrage, les derniers résultats, il est très difficile de considérer Agbeome Kodjo comme le favori de ce scrutin ou le principal challenger du président sortant Faure Gnassingbé, parce que, encore une fois, lui-même, électoralement, sur ces dernières années, ne pèse pas grand-chose. Sur nos 0,191 et puis quelques 2 députés plus 25 conseillers municipaux. En face, vous avez lui-même il le reconnaît d'ailleurs, vous avez une formation politique bien implantée sur le territoire national qui a déjà fait des résultats importants aussi bien aux législatives qu'au local. Donc, objectivement, c'est le candidat de ce parti qu'on peut considérer comme le principal challenger. Maintenant, si ces soutiens dont on a parlé, qui sont des quasi-inconnus sur la scène politique togolaise, parce que nous, on en parle peut-être sur les réseaux sociaux, dans les médias, mais je suis convaincu qu'une fois qu'on a dépassé Adeti Kopé, il y a très peu de gens qui peuvent vous dire qui est Boda, qui est Sauter, etc. Donc, ça peut, médiatiquement, ça peut créer une dynamique, mais pour moi, ça ne suffira pas à porter le candidat qui bénéficie autant de ralliements à la magistrature suprême le 22 février prochain. C'est vrai qu'on parle, David, des ralliements autour d'Agbeome Kodjo, je les ai cités, mais il y a eu aussi des ratés en termes de ralliements. Vous avez vu cette communication qui a été faite il y a quelques semaines de supposé soutien de Tikpi Etchadam, très vite démenti. Et puis il y a eu hier un supposé soutien de l'Union des forces de changement. L'UFC a sorti un communiqué aujourd'hui pour dire oui, Gilles-Christ Olympio et Agbeome se sont entretenus, mais ils n'ont jamais discuté de ralliement. Vous savez, il faut faire très attention. C'est la période faste pour les coups bas. Les coups bas, ça peut venir de l'autre camp en face, le camp inverse. Les coups bas, ça peut venir de ceux qui dérangent aussi, ou ceux qui estiment. C'est-à-dire, concrètement, ça peut venir. Il y a eu des soutiens. Ça peut venir autant du camp de l'opposition que du camp du pouvoir. C'est-à-dire que quoi? Le pouvoir subit aussi ces méandres-là de la part de ses adversaires politiques. L'opposition aussi en subit, Agbeome et les autres.
Donc il faut faire très attention. Non, mais concrètement, sur cette question, le problème, c'est que quel que soit ce qui est contenu dans les communiqués qui sont publiés sur les réseaux sociaux, il faut apporter une analyse beaucoup plus en profondeur. Je pense que si officiellement sérieux, le parti dit je n'ai jamais discuté de ça avec... Oui, je pense que en pareille circonstance, il faut beaucoup plus accorder de la crédibilité au parti qui dit avoir apporté un soutien à tel candidat à travers un communiqué de presse officiel signé par les responsables de cette formation politique. Si l'information vient du bénéficiaire, il faut faire très attention. Les gens ont raconté des trucs sur le chef de l'État, sur ces différentes sorties. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les différentes sorties du chef de l'État lorsqu'il va au contact de la population dans le Togo profond. Les gens ont trouvé des arguments pour disqualifier ou discréditer ces sorties. Et ça vient des adversaires politiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de l'Alliance nationale de changement lorsque elle maintient sa décision d'aller aux élections? Il y a eu des interprétations qui ont été faites. C'est la période faste où tous les coups bas sont permis. C'est pas seulement au Togo, aux États-Unis, on va jusqu'à même fouiller dans la vie privée d'un candidat qui semble déranger. Et donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut faire très attention parce que moi, sur le cas de l'UFC qui était encore très récent, c'était hier, je crois. C'est hier, oui. Voilà, je pense qu'il faut beaucoup plus accorder d'importance à un communiqué officiel qui est signé des mains des responsables de l'UFC que d'un communiqué ou d'un pamphlet qui serait diffusé sur les réseaux sociaux pour faire croire qu'il y a un soutien de la part de tel. Mais ça aurait été, j'allais dire, un véritable coup de pouce, par exemple, pour la candidature d'Agbeome si le PNP, l'UFC, s'y étaient ralliés. Oui, le jeu aurait été beaucoup plus intéressant et ça donnerait vie à cette élection qui est un peu fade. Jusqu'à présent, plus en réalité, on ne voit pas trop d'enjeux parce qu'on va jusque quand vous posez la question à tout le monde, même aux opposants, ils savent que le vainqueur est en train d'être connu très facilement. Mais l'UFC se hasardé à soutenir Agbeome Kodjo. Je pense que ça a bouleversé les choses sur le plan. C'est Agbeome qui pose problème ou quoi? Non, le problème aujourd'hui, moi c'est pour répondre un peu à David, le problème aujourd'hui c'est le fait que cette partie a signé des communiqués, elle a sorti des communiqués officiels. Ça prouve à suffisance que cette partie ne veut pas d'Agbeome Kodjo. Sinon, cette partie aurait pu garder silence en laissant tout le monde dans le flou. Mais quand par exemple, je prends J-Chris Olympio, l'UFC, qui sort un communiqué qui dit que Agbeome Kodjo est venu voir le président national, ils ont échangé. Et avant la dernière phrase, on dit que par rapport au soutien, l'UFC n'a jamais dit entre soutien. Il n'a jamais été question de ralliement. De ralliement. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, on ne veut pas d'Agbeome Kodjo. Et alors, parce que l'UFC, J-Chris Olympio et Fronia Singbe, l'amour est toujours là. J-Chris aujourd'hui ne peut pas quitter ou se départir de Fronia Singbe. Mais c'est le chef de file de l'opposition. Il est obligé de faire un choix dans l'opposition. Mais écoutez, il est le chef de file de l'opposition, mais je ne pense pas qu'il joue fondamentalement son rôle parce que depuis qu'il a combattu UNIR aux élections. Écoutez, il est chef de file de l'opposition, mais je ne vois pas, jusqu'à présent, je ne vois pas qu'il joue véritablement son rôle de chef de file de l'opposition. C'est la deuxième fois que le parti se prononce depuis qu'il a été élu ou nommé chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, c'est juste dire que le fait que ces partis aient signé de communiqué, ça prouve à suffisance que ces partis ne veulent pas d'Agbeome Kodjo. Le PNP est sérieux. Quand on peut dire que c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a quelque chose en tête. Il sait exactement là où il va. Et il sait que Agbeome Kodjo, ça ne sied pas à sa politique ou ça ne sied pas à sa méthode. Donc, pour moi, si ces partis avaient apporté leur soutien à Agbeome Kodjo, la donne se serait énoncée autrement. Et ça aurait été... Les choses peut-être allaient changer beaucoup plus en faveur d'Agbeome Kodjo. Mais Jean-Paul, sur la question même du ralliement, quoi qu'il ne pèse pas grand-chose, tout le monde se rue sur Agbeome et non sur celui qui est considéré comme ayant plus de chance dans l'opposition. Non, pourquoi on dit tout le monde se rue? C'est qui tout le monde en plein fond? C'est pas tout le monde. Parce que, effectivement, comme le dit Firmin, si demain on annonçait que le PNP soutenait la candidature de Agbeome, là, ça devient sérieux. Si on dit demain, l'UFC a dit qui ont quand même une assise
pas énorme, mais une incise importante, à dire par exemple dans les savanes, oui, ça devient vraiment sérieux. Donc pour l'instant, les ralliements, pour moi, ça, c'est pas grand-chose. En revanche, le crédit qu'on peut accorder au candidat Guillaume par rapport à FAB, c'est le fait que, justement, ayant fait l'analyse ou ayant conclu que l'élection, c'est une addition, et que le président de la République, enfin, quand on veut être président, il faut savoir s'ouvrir. Et justement, le candidat Guillaume, je crois qu'il tient une posture pour se démarquer de Fab. Fab qu'on a souvent considéré comme quelqu'un de fermé, quelqu'un qui ne tend pas la main aux autres, qui est dans son coin, qui considère que lui seul suffit à réaliser l'alternance, lui seul suffit à gagner les élections. Et Guillaume se met dans une posture où, justement, il essaie, avec des gens, c'est vrai, qui ne représentent pas grand-chose, mais puisque les autres qui représentent beaucoup ne veulent pas de lui, il veut démontrer en réalité qu'il est quelqu'un d'ouvert. Donc, il prend tout ce qui traîne et il va vers Gilles Christ Olympio, peut-être en sachant très bien qu'il ne va pas avoir leur soutien. Mais il va vers Gilles Christ Olympio. C'est une bonne démarche en soi. C'est la preuve d'une certaine ouverture, même si c'est une ouverture calculée, mais c'est la preuve quand même que c'est une ouverture. Je crois que même qu'il a fait une déclaration d'amour aux forces armées togolaises et tout ça. Ça change de ce qui est fait jusque-là par les gens Pierre Fabre, etc. Donc il se met dans une posture de futur président de la République qui tend la main, qui discute avec tout le monde, même ceux avec qui il n'est pas forcément d'accord, même ceux avec qui il est en concurrence, y compris Fabre, puisque il était à la conférence de presse de Fabre. Donc c'est cette image-là qu'il veut donner. Mais pour autant, encore une fois, sur les résultats au soir du 22 février, pour moi, les rassembleurs plus Gamessou, tout ça, pour moi, ça ne va pas lui apporter grand-chose. En termes d'image, oui. Mais dans les urnes, pour moi, ça va être... c'est très court. Parce qu'on ne peut pas... Honnêtement, je ne sais pas... David parlait tout à l'heure d'autres pays. Je ne connais pas beaucoup de pays où quelqu'un passe de 0,91% à 50% en l'espace de 5-10 ans. Alors que les concurrents, ceux qui l'ont battu, enfin ceux qui l'ont devancé pendant cette période, sont toujours là et ont toujours leur assise. Donc, moi, il va être très difficile de me convaincre qu'on peut passer de moins d'1% à 50% en l'espace de 10 ans. Alors, regardons maintenant du côté du président de la République. C'est vrai, Jean-Paul le disait que mathématiquement ou arithmétiquement, il n'a pas besoin de ralliement pour gagner. Il a toujours fait de très bons scores les 3 fois qu'il a été candidat. Mais il ne crache pas non plus sur tous les soutiens qui viennent. Je pense qu'hier, il y avait des Togolais du Canada et des États-Unis, la diaspora. Qui ne votent pas en plus. Qui ne votent pas, qui ont appelé à voter pour lui. Il y a tous ces mouvements de soutien. Vous pensez que c'est véritablement sincère ou bien c'est la période où il faut se faire remarquer pour être dans les bonnes grâces du roi? C'est le constat général qui est fait. Vous savez, juste après les élections, tous ces mouvements, ils disparaissent. Ils ne sont plus là. Je ne sais pas si vous en connaissez, qui restent derrière le chef de l'État pour lui témoigner leur soutien, etc. Tout le monde rentre dans le jeu. Je pense que c'est périodique, en fait. Et non, ça ne devrait pas être périodique. Quand vous êtes militant, quand vous adhérez à la politique, non, c'est juste pour un temps et pour un rôle, en fait. Vous jouez le rôle et puis vous partez, vous rentrez, vous reprenez vos activités. Vous jouez votre rôle, vous restez derrière votre candidat. Il reste toujours derrière le président, non? Après, en 2015, on a vu plein de mouvements de soutien au chef de l'État. Mais juste après, sa victoire, ils sont tous partis. Et c'est en cela que le chef de l'État a beaucoup plus besoin de ces soutiens-là. Parce que le chantier, il est grand. Ça ne s'arrête pas au 22 février. Au soir, ça fait 5 ans. Et pendant les 5 ans, il faut qu'il compte sur tous ces soutiens. Donc ces jeunes qui se sont organisés dans les différents mouvements, l'idée, elle est bonne. Derrière, c'est une très bonne stratégie. Et ça participe aussi à faire peur à l'adversaire en face. Parce qu'on se dit, plus nous sommes nombreux, plus nous avons la chance de pouvoir gagner. Et donc, c'est stratégique. Maintenant, il faudrait que ces mouvements soient aussi sincères, au fond d'eux-mêmes, qu'ils comprennent qu'il y a une politique à défendre, qu'il y a un programme du chef de l'État ou de leur candidat à défendre, et qu'ils l'aident à défendre ce programme-là. Et qu'ils soient sincères,
qui ne viennent pas faire du one-man show, qui ne viennent pas s'exhiber, s'exposer pendant les 2 semaines et puis après qu'on ne les voit plus. Parce que le travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne s'arrête pas au 22 février, c'est 5 ans. Et au bout de 5 ans, il y a un deuxième mandat que la Constitution nous permet de faire encore. Et donc c'est un chantier, un grand chantier. Et c'est en cela que on sent vraiment l'amour que vous avez, le militantisme qui est en vous. Ce n'est pas venir prendre de l'argent, distribuer ce qu'il y a à distribuer et puis après vous repartez. C'est un peu dangereux. Alors, puisqu'on comptabilisait un peu les soutiens d'Agbéomé, on trouvait qu'il ne pesait rien. Du côté de Fornia Singbe aussi, il y a le cercle des leaders émergents de Maître Yakubu Adina qui appelait à voter pour lui, mais bon, en termes d'assises... Non, vous savez, même si, moi je trouve, aujourd'hui, même s'il n'y a pas assez de ralliement, ou de ralliement sérieux par rapport à Fornia Singbe, je pense qu'il n'y a pas de problème au fait. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin parce que les résultats, moi je tiens toujours compte des résultats que nous avons, les résultats les plus récents. 2018, il y a eu plus de 60%. 2019, il y a eu plus de 60%. On n'avait pas eu besoin de quelques ralliements que ce soit. Mais entre 2010 et 2015, il y a eu une chute, une petite chute. Oui, non, je vous dis... Vous parlez de 5 ans. Oui. Vous parlez de 5 ans. Moi, je parle de... L'idéal aurait été... Oui, moi, je parle de 12 mois, en fait. Vous imaginez, de 12 mois. Vous imaginez, 2018, 2019, c'est les 2 dernières élections. Les 2 dernières élections, David. Législatives et locales, moi, je parle de l'élection présidentielle. Oui. Non, moi, je parle des gens qui votent, en fait. Moi, je parle des gens qui votent. Moi, je parle des résultats récents que nous avons. Des législatives. Moi, je parle des législatives. Les résultats que nous avons. Ce sont les Togolais qui ont voté. Donc, les législatives et les locales, c'est les localités, en fait. Ça prouve à suffisance que UNI maîtrise un peu les localités. Donc, UNI seul maîtrise les localités, maîtrise les villages, les résultats des locales et des législatives l'ont démontré à suffisance. Même s'il y a pas... On peut dire que si l'ANC est le parti le mieux implanté de l'opposition, UNI est le parti le mieux implanté de la scène politique. De la scène politique. UNI, c'est le plus grand parti du Togo. L'opposition même le sait. UNI, c'est le plus grand parti de la scène politique togolaise. Vous imaginez, il y a des villages. Il y a des villages que des opposants ne connaissent pas. Mais UNI connaît ces villages. Il y a des localités que les opposants dont les opposants même nous en ont entendu parler. Mais UNI, il les connaît. C'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Donc juste dire simplement que David, laissez-moi terminer, je continue. David, laissez-moi, je continue. Juste dire, je pense que ici c'est pas vous qui posez la question. Non, juste dire qu'en réalité, Fornia Singbe, lui, n'a pas besoin de tout ça en réalité. Il y a des gens qui le font peut-être après les législatives, les résultats, les fruits, tout ça. Peut-être il y a quelqu'un qui voudrait peut-être être nommé conseiller peut-être à la présidence ou conseiller du président à l'extérieur, ainsi de suite. C'est pour ça que certains ralliements se font. Parce qu'il y a des fruits, au fait, à récolter après. À récolter pas ceux qui sont au Canada, tout ça. Que les gens, il y a des gens qui sont au Canada, peut-être, ils sont au Canada, mais la vie, ce n'est pas bien rose pour eux. Donc, ils profitent aussi de cette situation pour que le chef de l'État... Pour se faire remarquer, après, qu'on puisse les appeler et tout ça. J'en parle autour du chef de l'État, c'est des ralliements opportunistes, c'est ça? Non, même autour d'Agbéomé, c'est des ralliements opportunistes. Non, quand on se rallie, non, on est en politique, il ne faut pas qu'on soit naïf non plus. Quand les gens se rallient, c'est qu'ils attendent une contrepartie. Lorsque vous aurez gagné, cette contrepartie peut être des postes ministériels, enfin des fonctions, ou même ça peut être des contreparties financières, ça peut être des positionnements, etc. Ça peut aussi pour des intérêts politiques. Il y a des formations politiques qui aujourd'hui peut-être ne pèsent rien du tout, ou n'ont pas de visibilité, mais en se ralliant au futur vainqueur, peut-être que ça peut leur apporter un peu de visibilité, peut-être aussi l'opportunité de faire alliance pour les élections à venir. Quand je prends, par exemple, le cas du parti LENI, qui aujourd'hui est un parti peut-être quasi inexistant, peut-être à part dans le Vaud. Si d'aventure, le candidat auquel ce parti s'est rallié, Agbéomé Kodjo, devenait président de la République, il est fort à parier que le président d'UNI pourra devenir peut-être ministre ou conseiller, etc. Et que l'UNI, forcément, fera partie de la coalition au pouvoir. Donc, c'est pour ça que les gens se rallient. Donc, personne ne nous fera croire qu'ils se rallient par des intérêts. Il n'y a pas des intérêts en politique. Il ne faut pas qu'on soit naïf là-dessus. Donc, c'est la même chose surtout, d'ailleurs, pour le président sortant, qui a le pouvoir. Et donc, peut-être c'est plus intéressant
pour un certain nombre d'associations, de formations, de se rallier à celui qui détient le pouvoir, parce que justement, s'il y a quelque chose à redistribuer après, c'est davantage de ce côté-là. Donc, c'est un pari que les uns et les autres font. D'autres, certains perdront leur pari le soir du 22 février. D'autres seront gagnants, y compris peut-être ceux qui sont au Canada et qui n'ont même pas le droit de vote, qui ont le droit de vote, mais qui ne voteront pas, puisqu'il n'y a que 348 Togolais de l'extérieur qui votent. Alors, tout cela se passe en tout cas au moment où on est à 3 heures du début de la campagne, 3 ou 4 heures. Mais ça se sent pas. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà fait le constat. C'est quand même un peu bizarre. Hein, cette année. On a l'impression que ça tarde à décoller. On ne sait pas, peut-être que c'est plié d'avance parce que les enjeux sont quand même assez profonds. C'est vrai qu'en 2015, c'était beaucoup plus fort et plus symbolique que ça. La veille déjà, il y a des petits spectacles qui se font dans les différents quartiers par les formations politiques. On en avait vu des caravanes, des jeunes qui s'organisent chacun dans leur coin avant le début de la campagne. Et les panneaux, on sent déjà le positionnement, on voit déjà des trucs et ça intéressait. Il y avait un certain engouement, mais sur ce coup-ci, moi, j'attendais de voir, c'est peut-être le même constat que mes confrères ici, mais je ne crois pas qu'il y ait déjà cet engouement. Peut-être attendre encore, c'est dans 3 heures, hein, peut-être minuit, demain matin, on pourra se réveiller avec tout Lomé ou tout le Togo qui pourra changer, qui sera coloré maintenant avec les différentes formations politiques. L'autre problème aussi, c'est la question financière. Il y a eu beaucoup de calculs qui ont été faits par certains candidats. Beaucoup s'étaient annoncés comme candidats parce qu'il y avait une cagnotte beaucoup plus forte. Mais malheureusement, la division n'a pas permis à certains de pouvoir rentrer dans les calculs. 42 millions. Voilà, 42 millions. Quand vous défalquez 20 millions pour la caution, il ne vous reste plus rien. Ouvrez les 5 régions du Togo avec 22 millions pour un candidat, je pense. Donc, il y a ces raisons-là qui ont fait. Mais je crois que peut-être dans les jours à venir, les choses vont changer. Et on rentrera dans la danse de la morosité qu'on constate, ça peut aussi s'expliquer par le fait que les gens font l'option du porte-à-porte. Non, le porte-à-porte aujourd'hui en réalité c'est une stratégie. Quand quelqu'un dit qu'il fait du porte-à-porte, ça veut que cette personne n'a pratiquement rien. Ça paye, hein? L'actuel président Saïd Kaed, c'est la Tunisie ou l'Algérie? Tunisie, il n'a fait que du porte-à-porte. Oui, là, à pied en plus. Oui, là, c'est sérieux. Quand un opposant dit qu'il fait du porte-à-porte, ça sûr que cet opposant est trop con. Il est sorti député. On ne parle pas d'élection présidentielle. Oui, quand Fonya Singbe dit qu'il fait du porte-à-porte, on peut croire. On se imagine quand ça. Là, c'est du porte-à-porte en hélicoptère. Le problème, c'est que je me dis que peut-être si cette élection avait lieu peut-être en 2017, l'engouement ne serait pas le même aujourd'hui. Peut-être l'ambiance serait bien forte, ce serait beaucoup plus intéressant en fait. Parce qu'en 2017, il y avait une crise. Donc si l'élection avait été organisée en décembre 2017, ça aurait été un peu beaucoup plus cool, plus intéressant. Mais aujourd'hui, l'autre problème, c'est que l'opposition est complètement noyée. Donc il y a pratiquement... C'est comme le vainqueur se dessine, quoi. Tout le monde se dit, même les opposants se disent que celui-là qui va gagner, c'est Fonya Singbe. À quoi bon encore de sortir de l'argent inutilement? C'est ce qui est un peu bizarre en fait. En même temps, Jean-Paul, il y a de quoi faire une campagne très animée parce que quand on voit les 2 dernières élections qu'on a eues, le taux de participation est en régression et il faut réveiller les gens. Oui, c'est sûr. Mais il reste quand même plus élevé que dans beaucoup de pays dans la sous-région où on vote à 20-25 pour les présidents sont élus à 20%. Non, je crois que les gens sont désabusés. Et moi, je suis toujours surpris. Ça fait partie des paramètres qui expliquent ce qu'on peut dire le peu d'engouement qu'on constate aujourd'hui. Ça fait partie des choses qui expliquent ça. J'ai jamais compris pourquoi la veille des élections, les participants à ces élections s'arrangent toujours pour démobiliser leurs militants. Je m'explique. On va à une élection le 22 février. Vous avez un certain nombre de partis politiques qui estiment que ces élections ne vont pas permettre l'alternance et de toute façon, ça ne sert à rien d'y participer, le CAR, le PNP, tout ça. C'est leur droit et tout. Et il y a d'autres qui considèrent qu'il faut y aller. Mais ceux qui considèrent qu'il faut y aller font tout pour démobiliser éventuellement les gens
en mesure ou susceptibles d'aller voter pour eux. En faisant quoi? En répétant à longueur de journée que les élections ne seront pas transparentes, qu'il faut revoir le fichier électoral, qu'il y aura des fraudes, que ceci, que ça sert en gros à rien d'aller. Mais ils y vont. Mais lorsque vous êtes électeur et que vous entendez votre candidat favori vous répéter à longueur de journée qu'il va y avoir des fraudes, que l'élection ne sera pas transparente, que vous contestez la CENI, vous contestez la Cour constitutionnelle, est-ce que, quand vous êtes chez vous, vous avez envie de vous lever le 22 février et d'aller voter parce que vous présumez que votre vote servira à rien. Et on s'arrange aussi pour annoncer, peut-être ça a été avorté, des manifestations pour contester déjà. Donc, voilà. Est-ce que sincèrement, c'est des attitudes qui participent à mobiliser ces électeurs? Je pense pour ma part que non. Donc, stratégie aussi. D'accord. Stratégie pour démobiliser les militants. Merci, messieurs. Jean-Paul Agbo, David Diagbabie Firmin. Merci à tous et à demain.